Bonjour et bienvenue dans cette vidéo thématique. Et en fait, j'ai pris l'habitude depuis que j'ai débuté sur YouTube, ça va être quasiment la 3e année que je fais ça, de faire une vidéo thématique pour la période automnale, halloweenesque. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec Booktube et plus largement les réseaux sociaux en lien avec les livres et la littérature, c'est que ça me fait découvrir certes des nouveaux genres, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, bien évidemment, mais surtout ça me fait aimer certaines périodes de l'année que j'aimais pas du tout avant, et notamment cette période automnale et halloweenesque. J'aime beaucoup, et vous l'avez vu sans doute dans certains de mes vlogs, notamment celui où je lis le pire livre de ma palle et le meilleur livre de ma palle, mais j'aime beaucoup les couleurs automnales, donc je vous en ai mis certaines à l'image. Mais à part ça, pour moi, l'automne et Halloween, ça rime avec le froid, la pluie, la fin du soleil, la fin de la plage, le retour du travail. Bref, c'est pas une période que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que grâce à YouTube et aux livres, j'apprécie de plus en plus cette période. Alors je ne participe toujours pas au Pumpkin Autumn Challenge parce que mine de rien, c'est quand même une période que j'aime pas tant que ça. En plus, je fais pas trop de pales thématiques avec les saisons, bref. Mais à la période d'Halloween, j'aime bien me prendre un petit moment pour lire des livres en lien avec la période. C'est très court. Je vous avais déjà présenté la première année. Vous retrouverez ces vidéos en barre d'infos et dans le petit i, mais je sais jamais où il est. Donc la première année, je vous avais proposé 3 livres en lien avec la période automnale halloweenesque. La deuxième année, je vous avais parlé de Dark Academia, un genre littéraire qui est très apprécié parce qu'il correspond beaucoup à cette période et que j'avais adoré découvrir. Et aujourd'hui, trêve de bavardage, dans cette vidéo, on va parler de sorcières. Pourquoi les sorcières? Pour moi, Halloween, c'est aussi une période où on se déguise, et c'est vrai que la figure de la sorcière revient beaucoup. C'est une figure, on va le voir à travers les livres que je vais vous présenter, qui a été très malmenée au cours du temps. Elle a symbolisé tout ce que le patriarcat déteste voir chez des femmes, à savoir des femmes plutôt libres, des femmes en tout cas indépendantes qui ne sont pas sous la tutelle explicite d'hommes, que ce soit leur père, leur frère, leur mari. C'est souvent des femmes veuves, âgées, mais c'est aussi des femmes qui avaient un savoir médicinal, un savoir qui passait par la connaissance de la nature, des plantes, des animaux, et de ce cycle-là, savoir qui ne plaisait du coup pas aux hommes parce qu'elles gagnaient en puissance, en indépendance, ce qui ne plaisait pas du tout, mais aussi un savoir qu'on a diabolisé avec cette figure de la religion qui va venir énormément ébranler cette figure de la femme dite sorcière qui aurait passé un pacte avec le diable, parce qu'en fait dans la construction du patriarcat, mais j'y reviendrai, il y a aussi cette idée de rationalisation, rationaliser la pensée, et notamment qui dit rationaliser dit codifier ce que l'on sait, nos connaissances, et ça va donner lieu à la médecine moderne qui se caractérise par la division, l'opposition entre la raison et de l'autre côté les émotions, et on associe la nature à ces émotions. Et donc les savoirs des femmes, de ces femmes sorcières, dites sorcières, seraient liés à cette nature, et donc elles seraient irrationnelles en soi. C'est cette figure-là de la sorcière dans toute cette complexité que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, à savoir la sorcière comme figure repoussoire, figure un peu cruelle qu'on peut avoir dans pas mal de fictions, mais en même temps ce symbole du féminisme qui est très intéressant, très complexe, et qui retrouve un second souffle, une nouvelle manière d'être perçue dans notre société, notamment d'une manière plus positive. Bref, je vais vous présenter 7 livres. Il y a à la fois de la fiction et de la non-fiction, pour prolonger ce que je disais dans cette longue introduction. Et après, je vous présenterai 2 livres que j'ai pas encore lus, 2 livres de fiction, mais qui me tentent réellement beaucoup et qui vont être lus là, dans cette période halloweenesque, au moment où vous découvrirez cette vidéo. On commence avec la fiction. Vous allez voir, j'ai mis des choses plus ou moins classiques, plus ou moins connues, mais comment ne pas parler de sorcières sans parler de Harry Potter? Pareil, je vais pas en reparler longuement. Vous connaissez mon avis, moi c'est une saga que je découvre. Oui, je n'ai toujours pas lu le tome 4 depuis cet été, mais j'adore vraiment beaucoup cet univers et je trouve ça intéressant
dans cette vidéo d'en reparler parce que pour moi c'est un livre aussi fondateur dans le sens où il y a plein de livres qui s'inscrivent par rapport à ce texte-là et j'imagine qu'il y en a d'autres comme moi qui ne l'ont pas lu. J'apprécie vraiment beaucoup l'univers qui a été forgé, créé par l'autrice et je trouve que la figure, puisqu'on parlait de sorcière au féminin, la figure notamment d'Hermione est très intéressante parce que c'est une femme intelligente, forte, même si elle a ses faiblesses, son manque de confiance en elle par moment. Je trouve ça intéressant comment cette figure est unanimement représentée comme positive par rapport à tout ce que je pouvais dire dans l'introduction, ça me semblait intéressant. Et comment ne pas parler de McGonagall, quand même cette figure de la sorcière vieille, un petit peu moche aussi. En tout cas, cette figure repoussoire de la sorcière qui est un personnage qu'on apprécie vraiment beaucoup, pareil, quasiment unanimement dans Harry Potter. Et je trouvais ça intéressant de mettre le focus dans cette vidéo sur les sorcières, sur ces deux sorcières emblématiques de l'œuvre et voir comment elles s'inscrivent dans toute cette lignée que j'ai pu présenter de manière succincte dans l'introduction. Et je vous disais, les livres, certains livres en tout cas, de sorcières s'inscrivent dans la suite, dans la droite lignée d'Harry Potter, et je pense que c'est le cas de The Royal Coven de Juno Dawson que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, ici, c'est une trilogie plus il y a un livre compagnon dedans et je dis ça parce que clairement Juno Dawson qui est une personne trans utilise cette figure de la sorcière et l'écho qu'il peut y avoir à Harry Potter pour dénoncer la transphobie notamment de J.K. Rowling et j'ai trouvé ça très intéressant ce parallèle. Pour l'histoire de The Royal Coven, ici dans le tome 1 on va suivre donc comme son nom l'indique un coven de sorcières en Angleterre à notre époque. Et en fait, ce coven va traduire tous les débats qu'il peut y avoir autour de la sororité. Ces femmes sont sororales entre elles, solidaires entre elles, parce qu'elles appartiennent au même coven. Et c'est un peu la règle de base, même si entre elles, elles ne sont pas forcément amies, sœurs, etc. Et qu'elles ont en plus des idées très différentes sur pas mal de choses, et notamment sur des idées politiques. Il va arriver un événement un petit peu extraordinaire, dans le sens vraiment qui sort de l'ordinaire avec l'arrivée d'un jeune homme doté de très forts pouvoirs. Et en fait, pour une partie du cercle du Coven, il symbolise cette prophétie, cette malédiction annoncée qui va mettre fin au monde tel qu'on l'a connu et notamment au monde des sorcières. Et pour une autre partie du Coven, ce garçon qui entame une transition de genre et en fait qui va devenir une sorcière. Et une sorcière comme les autres et il faut l'accepter, l'aider, être solidaire et sororale avec cette personne comme on peut l'être avec les autres femmes de ce Coven. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans le livre, comment par la fiction on arrive à avoir des arguments et des contre-arguments. Et c'est surtout ça qui m'a intéressé, les contre-arguments aux propos transphobes qui peuvent exister dans notre société. Alors oui, le livre en termes de fiction n'est pas incroyable, le schéma est plutôt classique, on voit où ça va aller, on va se laisser porter par le livre, mais ce qui est ultra intéressant et ce qui m'a vraiment plu et ce qui fait que j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, tellement que je me tâte à les lire en anglais, c'est pour dire, c'est tout ce fond politique et ultra militant que Juno Dawson elle met dans ce texte et en fait, j'avais juste envie de lui dire merci de nous apporter du coup ces contre-arguments et merci en fait de le mettre dans un livre de fiction qui peut tomber entre les mains de n'importe qui et de banaliser le fait que la transphobie soit un crime, que la transphobie tue et qu'en fait c'est pas des propos ok. Et là c'est dans un livre de fiction, mais du coup je me dis que ça va toucher tellement de personnes vu comment le livre est populaire que j'étais obligée de vous le représenter ici et en plus c'est un super moment de lecture autour des sorcières. Les deux autres livres de fiction que j'ai à vous présenter sont plutôt des livres en lien avec l'histoire et notamment ce thème des procès des sorcières qui est quand même un thème qui a marqué l'histoire occidentale et qui est intéressant c'est qu'en fait on minimise énormément le nombre de mortes en l'occurrence qu'il y a eu dans ces procès de sorcières. On minimise aussi leur ampleur géographique. En tout cas, un des plus grands massacres de femmes dites sorcières, ça a été en Écosse. Et on n'a que l'idée des procès de Salem aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de ces massacres de femmes. Et j'avais envie, du coup, de vous présenter des fictions historiques autour de ce thème-là. Le premier, et c'est un classique, c'est Moi Tituba, sorcière de Salem de Maryse Condé, qui est une autrice française. Et elle va explorer l'histoire de Tituba dedans. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, Tituba, c'est une figure oubliée, c'est une figure
figure historique dont en fait on ne sait rien parce que c'est une femme et une femme noire, une femme marginalisée, pauvre et qui a été condamnée pour sorcellerie. En fait, on a une pièce de théâtre qui est très célèbre qui s'appelle Les Procès de Salem ou quelque chose comme ça, où on va suivre un des maîtres de Tituba. Et Maryse Condé, elle va aller chercher cette figure oubliée de l'histoire au sens large et elle va écrire son récit, sa biographie en fait, de manière romancée. Et donc Tituba, c'est une femme noire esclave, il me semble, au début. Et en fait, elle va être l'esclave d'une famille de pasteurs aux États-Unis. Et en fait, les filles de ce pasteur vont commencer à l'accuser de sorcellerie. Et ce qui est un jeu au début va prendre des proportions extraordinaires, hors normes, parce que énormément de femmes vont être accusées de sorcellerie, condamnées et certaines tuées. Ce qui n'est pas le cas de Tituba, mais cette histoire va la marquer profondément et je vous laisserai découvrir la suite de son histoire. Les deux choses que j'ai aimées dans ce texte, c'est premièrement ce que je vous disais, c'est donner une voix à une personne qu'on a oubliée. Il n'y a aucun registre, aucune trace historique de ce qui est arrivé à Tituba après le procès. On sait juste de ce qui s'est passé au moment du procès. Et en fait, ça montre que c'était tellement pas important pour les hommes de l'époque que en fait, c'était qu'une femme accusée de sorcellerie et en plus une femme noire, marginalisée, pauvre, esclave, qu'on n'en avait rien à faire. Et je trouve ça tellement important, tellement féministe d'aller lui redonner une voix que j'étais obligée de vous le présenter. Deuxième point qui m'intéresse, c'est que Maryse Condé, elle étudie notamment l'ère géographique d'influence culturelle des Caraïbes, qui a du coup une résonance avec les États-Unis ou ce qui va devenir les États-Unis. Et grâce à cette histoire, elle va du coup aussi mettre davantage en lumière cette zone géographique évoquée par ce récit de cette femme esclavagisée, les échanges qu'il peut y avoir entre le monde occidental et le monde des Caraïbes, la religion, par exemple le vaudou, etc. Et on voit bien à travers la figure de Tituba à plusieurs moments du texte tous les points de la définition complexe et mouvante de la sorcière que j'ai évoquée en intro. Et pour moi, ce texte, il a été important marqueur dans mon parcours de lectrice. L'autre livre que je voulais vous présenter sur ce même thème, c'est Les Graciés de Kiran Miloud Hargrave, que j'ai plus en physique parce que c'était un livre voyageur prêté par Camelot Magicadou. C'est un livre que j'avais bien aimé sans plus, mais je trouve qu'il est très important dans la figure de ces procès de sorcières qu'on peut avoir et sur comment tout ça peut partir d'une rumeur, comme je l'évoquais notamment dans Tituba. En fait, dans Les Graciés, on a un village en Norvège ou en tout cas dans un pays scandinave, je me rappelle plus exactement la localisation, et on a plusieurs hommes qui partent pêcher et qui reviennent plus. Et donc on a un village où il y a quasiment que des femmes. Il va y avoir des alliances entre certaines femmes, des affinités, des groupes qui vont se créer, ce qui est plutôt normal jusqu'à là. Et en fait, un groupe de femmes va accuser un autre groupe de femmes de sorcellerie. Et à partir de là, la rumeur va se diffuser. On n'arrive pas jusqu'au procès, mais ce que j'ai aimé dans ce texte-là, premièrement, c'est que ça décentrait le regard des États-Unis et des fameux procès de Salem. Ça mettait en lumière le fait que ces procès, c'était quelque chose qui avait vraiment une ampleur très important dans l'Europe et dans le monde occidental dans son ensemble. Et comment, en fait, les rumeurs pouvaient partir d'un rien, que ça soit d'une jalousie, d'un regard, d'une suspicion ou vraiment d'une croyance que la personne pense fondée, et notamment le rôle du coup de la religion chrétienne dedans, et comment on peut utiliser cette religion chrétienne pour aller contrôler le corps des femmes et faire de ces femmes qui sortiraient un petit peu de la norme établie des femmes considérées comme sorcières et leur appliquer ce stigmate-là de déviante, de sorcière. Le dernier livre de fiction que j'ai à vous présenter sur les sorcières est assez particulier. J'ai vraiment aimé, mais il est très particulier. Voilà, il faut aimer le côté décalé, le côté humoristique, le côté vraiment, voilà, décalé. J'ai pas d'autres mots pour dire ça. Mais c'est une autrice française que j'aime beaucoup et en fait, je trouve qu'on la voit pas beaucoup, on la voit pas suffisamment sur les réseaux sociaux et j'avais aussi envie, à ma maigre échelle, de la rendre un petit peu plus visible parce que franchement, ces textes sont très importants, notamment dans les mouvements féministes actuels. Et il s'agit donc des Sorcières de la République de Chloé Delhomme. Et en fait, on est en 2020 et la France connaît une prise de pouvoir par un parti féministe. Et en fait, à partir de là, on choisit
on choisit, la France choisit, les Français et Françaises, l'amnésie collective, on se rappelle plus de ce qui s'est passé. 42 ans plus tard, en fait, il va y avoir un procès. Et encore une fois, c'est ce thème du procès qui revient et je trouve ça déjà très intéressant comment elle se réapproprie ce thème-là de la sorcière. Et donc 42 ans après, il y a un procès et on va juger les cadres de ce parti féministe. Et il y a une sorte de conflit générationnel entre les générations qui ont connu cette prise de pouvoir et qui ont aidé à ce qu'elle se mette en œuvre et les jeunes générations qui ne l'ont pas connue et qui ne comprennent pas pourquoi on a choisi l'amnésie. On a la double narration entre le procès et ce qui s'est passé à l'époque. Je trouve ça intéressant parce qu'elle se réapproprie la figure de la sorcière, de cette sorcière qui serait la féministe, la femme trop libre, qui voudrait écraser les hommes alors que c'est une vision assez patriarcale de ce qui serait la sorcière et de ce qui serait le féminisme, premièrement. Et le thème du procès est très intéressant. Elle soulève d'autres questions, évidemment, dedans. Pourquoi choisir l'amnésie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit raconter? Jusqu'où on doit aller pour établir une société qui nous semble plus juste? C'est des questions très intéressantes, mais je le redis, le style et l'écriture peuvent être très déroutantes. Moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que ça m'avait par moments un petit peu perdu. Mais c'est tellement original et j'avais tellement apprécié cette lecture, ce moment un petit peu hors du temps, que j'étais obligée de vous le conseiller. Et puis c'est Chloé Delhomme. Il me reste un dernier livre de fiction à vous présenter et en fait il est entre la fiction et l'essai. C'est pour ça que je vais le mettre ici. Il s'agit du Complexe de la sorcière de Isabelle Sorante, qui est une écrivaine française assez connue et surtout reconnue. Et en fait dans ce texte d'autofiction, Isabelle Sorante, elle est envahie par une figure d'une femme au crâne rasé et elle sait pas trop qui c'est, d'où elle vient, pourquoi elle est envahie par cette image, pourquoi cette image est obsessionnelle dans sa vie. Et en fait elle va essayer de comprendre qui est cette femme et de fil en aiguille ça va l'amener à se renseigner sur les procès des sorcières. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais c'est entre la fiction et l'essai parce qu'on va apprendre beaucoup de choses sur les sorcières, leurs figures, leurs procès. Elle va carrément lire le livre qui recense les tortures que l'on doit faire à ces femmes pour prouver que c'est des sorcières. Prouver, bien évidemment. Donc voilà, il y a eu vraiment un côté essai où on va apprendre énormément de choses, mais parce que l'écrivaine et le personnage en fait d'elle-même dans le livre, ou ce qui serait elle-même dans le livre, a envie d'en savoir davantage. Et le deuxième tiroir que ouvre ce livre, c'est qu'en fait en apprenant plein de choses sur les sorcières et du coup en retravaillant cette image de la sorcière, Isabelle Sorante, elle va, en tout cas le personnage d'elle-même va interroger ce qui s'est passé dans sa vie de femme à elle et comment ces traumatismes-là sont liés notamment à ce parcours, à cette image de la sorcière. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de dépossession du savoir par les hommes sur les femmes et du coup, le fait que les femmes connaissent moins bien leur corps, qu'elles ont confié en fait l'apprentissage de ce corps et des mécanismes du corps à des hommes, à des médecins réputés comme spécialistes, comme experts. Du coup, elle va faire le parallèle entre ça et les violences gynécologiques que l'on peut subir. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que, encore une fois, c'est entre l'essai et la fiction. J'ai adoré découvrir la plume d'Isabelle Sorante. J'ai adoré en apprendre davantage sur les sorcières et du coup, distiller comme ça dans la fiction, ça peut paraître moins indigeste pour celles et ceux qui n'aiment pas du tout les essais. Le parallèle, ce qui manque souvent quand on lit des essais, c'est le parallèle avec notre vie et je trouve que interroger ce qui se joue entre une figure millénaire rejetée, massacrée, tuée, honnie par la société en général, au point qu'encore aujourd'hui elle peut paraître être le symbole de cette figure repoussoire et ce que ça fait à nous, femmes, dans notre intimité mais aussi dans notre vie collective et dans notre vie en tant que femme, groupe social. J'ai trouvé ça très fin comme analyse, très intéressant et je vous invite à aller découvrir ce texte-là, comme tous les autres. Mais allez-y, allez le découvrir. Et puis j'aime vraiment beaucoup cette couverture très sobre, mais en même temps parfaite. Et sur ce, on arrive aux essais. Il n'y en a que 2 parce que je voulais pas surcharger. Et c'est 2 essais plutôt faciles à lire. Le premier est comme Harry Potter, tout à l'heure je vais pas le présenter, tout le monde en a parlé, mais je pouvais pas faire une vidéo sur les sorcières et notamment mentionner des essais sans parler de Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. C'est un livre facile à lire, vraiment. Pour moi c'est ce genre d'essais qu'on met un peu dans les mains de tout le monde et qui sont une porte d'entrée dans le féminisme. Évidemment, si vous êtes déjà au fait de tout ça, vous n'allez pas apprendre énormément de choses. C'est vraiment
encore une fois une porte d'entrée, un premier apprentissage et ne cherchez pas autre chose à la lecture de ce texte. Donc Mona Chollet dans Sorcières, elle va aller étudier, disséquer les stéréotypes associés aux sorcières et nous prouver qu'en fait tout ça c'est de la domination patriarcale. Par exemple, elle va reprendre ce que je disais sur les sorcières comme des sages-femmes et de là elle va utiliser cette association d'idées pour raconter comment les hommes ont dépossédé les femmes du savoir en passant par cette rationalisation de la nature et ce rôle d'expert que j'ai mentionné dans la vidéo plein de fois. Elle va en profiter aussi pour parler de la vieille femme et en quoi cette figure de la vieille femme nous fait peur dans notre société, parce que la vieille femme, c'est une femme dont le corps n'accroche plus le regard masculin et ce qui fait très peur aux hommes parce que les femmes ont l'habitude de s'accorder une valeur par le regard des hommes et du coup ça serait une sorte de pouvoir libérateur de ces vieilles femmes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait dans notre société? Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes vieilles sur qui finalement les hommes ont moins de pouvoir? Moins de pouvoir aussi parce qu'elles ne peuvent plus se reproduire. Voilà, elle interroge plein d'associations d'idées entre la sorcière, en tout cas les représentations qu'on a de la sorcière et ce qu'on peut en dire d'un point de vue féministe. J'avais bien aimé à l'époque quand il est sorti. Je le conseille encore une fois si c'est un thème sur lequel vous ne connaissez pas grand-chose, parce que sinon ça va vous paraître un petit peu superficiel ou vu et revu. C'est une bonne porte d'entrée, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'enchaîne avec ce deuxième essai. Et en fait, j'aurais pu mentionner toute la bibliographie de cette autrice. Il s'agit ici d'une guerre contre les femmes, des chasses aux sorcières, au féminicide, par Silvia Federici. Silvia Federici, c'est une militante et théoricienne féministe. Son livre le plus connu, mais que j'ai pas encore lu, c'est Caliban et la sorcière. Et en fait, dans la collection La Fabrique, elle a repris pas mal des idées qu'elle a développées dans Caliban et la sorcière. Et là, je vous présente donc une guerre mondiale contre les femmes. Et je trouve ça intéressant parce que elle va largement plus loin que ce qu'aborde Mona Chollet, pour plusieurs raisons. Un, c'est pas le même public, et deux, elles n'ont pas le même féminisme. Mona Chollet a plutôt un féminisme blanc bourgeois, de plus en plus intersectionnel, mais Silvia Federici, elle a un féminisme anticapitaliste, ce qui change radicalement les choses dans la manière d'aborder le problème. Et ici, elle va faire du coup le parallèle entre les chasses aux sorcières au Moyen-Âge, dont on a beaucoup parlé dans cette vidéo, et les féminicides, donc le meurtre de personnes parce que c'est des femmes, dans notre société néolibérale. Et elle va faire le parallèle entre les outils mis en place au Moyen-Âge, les outils institutionnels, le contrôle par l'État, le contrôle par l'Église, des corps des femmes et de la vie des femmes, avec le même contrôle par d'autres institutions parfois dans notre époque néolibérale. Et elle montre à quel point en fait on ne peut être féministe que en étant anticapitaliste, parce qu'en fait le capitalisme en lui-même, et là elle reprend les thèses marxistes des féministes marxistes, notamment Christine Delphi, le capitalisme induit une domination patriarcale parce qu'il fait reposer sur les femmes les capacités de reproduction des hommes, reproduction de leur force de travail. C'est les femmes qui s'occupent des tâches ménagères qui sont pas du tout considérées dans notre société, pas rémunérées du tout, mais qui sont essentiel pour pouvoir faire que les hommes, au sens masculin du terme, les individus masculins, reproduisent leur force de travail et continuent d'aller travailler. Force essentielle au capitalisme. Et en fait, ces femmes, elles sont dominées notamment à cause de ce capitalisme et qu'on ne peut pas être, du coup, pour Silvia Federici, féministe sans être anticapitaliste, parce que le capitalisme est un outil d'oppression sur les femmes et qui cause ces féminicides. Le capitalisme, par exemple, qui va, et elle évoque ça dans ce texte, contribuer à la privatisation des terres agricoles dans les pays en développement, notamment en Afrique, qui va, comme pareil, je l'ai mentionné plein de fois, mais c'est un thème pour moi essentiel, va priver les femmes de l'accès à la terre, de leurs connaissances, et donc va aussi contribuer à les inférioriser sur plein de points, voire tout ce que j'ai évoqué avant. Je vous conseille vraiment, si vous êtes déjà au fait de ces thèmes féministes, d'aller lire Silvia Federici parce que c'est une autrice incroyable, une militante incroyable, et en plus, je trouve qu'elle va beaucoup plus loin qu'une Mona Chollet. C'est important parce que elles n'ont pas le même public, évidemment, et
Mona Chollet fait un travail de sensibilisation à grande échelle qui est très important. Mais du coup, je trouve que les thèmes de Silvia Federici vont plus loin et nous permettent de réfléchir un peu plus en profondeur sur notre engagement. L'idée du croisement des luttes est très important chez cette autrice. Donc voilà pour les 8 livres présentés dans cette vidéo, et il y en a pour tous les genres, que ce soit en fiction ou en essai, et même parmi les essais, il y a des thèmes... Enfin voilà, j'ai essayé d'être un petit peu progressive sur ce que je vous présentais, et comme ça vous pouvez piocher en fonction de ce que vous avez envie de lire. Pour ma part, les 2 livres que j'ai envie de lire, La Maison des Sortilèges d'Emilia Hart, parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. J'ai très hâte de le lire, de me plonger dedans. Voilà, ça va, je l'ai, j'ai plus qu'à me lancer, ça va le faire. Et le 2e livre que j'ai envie de lire, parce qu'en ce moment il fait beaucoup le tour des réseaux sociaux et que je suis un petit peu un mouton et que ça rentre dans ce que j'ai envie de lire, ça rentre dans la saison, dans le thème, donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Il s'agit des filles de Witch Hazel House de Chloé, j'ai oublié le nom de l'autrice, je vous le mettrai en barre d'infos et à l'écran, je sais même plus le résumé. En gros, les thèmes m'ont plu, sorcière, monde actuel, enfin voilà. Ça m'a plu quand j'ai lu le résumé. Je préfère pas me remettre le résumé en tête parce que je vais le lire rapidement. En fait, j'attends juste de l'acheter et de me lancer. Ça sera chose faite, je pense, très rapidement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des livres, vous, sur les sorcières que vous recommandez, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup et que j'ai envie de découvrir plein de livres, et j'ai un projet de vidéo aussi en lien avec vos commentaires et vos recommandations en commentaire. Encore une fois, merci infiniment de votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, ça me touche énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir!